Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présent pour la séance 2 du coup, de l'atelier sur le décryptage de la loi AGEC qui va nous être présenté du coup, par Servipax Salazie, même si je crois qu'ils sont en train de changer de nom et qu'il va falloir les appeler autrement maintenant. Voilà. Écoute, Anne, je te laisse prendre la main. Normalement, je t'ai Oui, autorisé le partage d'écran, donc tu vas pouvoir super. projeter. Merci beaucoup, Benjamin. Alors oui, on fera un petit spoiler à la fin de la présentation, parce que certains utilisent donc oui, tout à fait. Je vais vous partager la présentation. Hop, je vous avais perdu. Ça avait bugué. Alors, on y va. C'est bon, on voit tout. C'est bon, on voit tout. Super. Aujourd'hui, en fait, on avait fait en première séance le décryptage, on va dire, global de la loi AGEC. Et cette l'objectif, c'était vraiment de se recentrer sur notre cœur de métier, qui est la gestion, le traitement des déchets, et de voir deux projets sur lesquels on avait travaillé, de vous les présenter, de les partager, pour montrer comment se décliner sur le terrain un peu l'application et quelles méthodes de travail on peut mettre en place sur cette application. Donc l'atelier, son nom, c'est la valorisation des déchets économiques circulaires dans le cadre de la loi AGEC. Et en fait, lors de la dernière séance, je me suis rendu compte qu'il y avait des petits éléments. Des Juste petits Anne, éléments. Oui. excuse-moi, en fait, on voit la version, enfin, on voit pas que la diapositive, si tu veux, on voit ta version La version présentateur. présentateur. Ah mince. En Comment fait, quand tu es dans ta ça. version présentateur, en haut, là, sur le affichage du diaporama, tu peux sélectionner D'accord. que du coup, C'est comme ça, c'est mieux. Ouais, Ok, c'est mieux. pardon. Bah oui, parce que c'était tout petit, j'imagine, du coup. Du coup, c'était plus petit, puis on voyait D'accord. tes commentaires que tu avais mis dans les slides, etc. D'accord, ça marche. Voilà. Donc du coup, le premier point qu'on voulait faire, c'était un focus sur ce que c'était que l'économie circulaire, très rapidement, parce que je pense que tout le monde est assez familier, sauf que bon, la loi AGEC, c'est quand même la loi anti-gaspi. On voit à peu près ce que c'est, et économie circulaire, pour une économie circulaire. Euh, L'économie circulaire, en fait, c'est un changement de modèle. La question de l'économie circulaire, c'est un changement de modèle, le passage d'une économie linéaire sur extraire, produire, consommer, jeter, vers un modèle euh, circulaire, donc avec une boucle qui s'appuie sur toutes les étapes de la production, que ce soit au niveau de la production de la vie d'un produit, soit au niveau de sa production, de sa consommation et de sa fin de vie. Les 7 piliers, donc bien sûr, là vous les voyez sur le schéma, vous aurez déjà ce schéma, l'ADEME a produit, vous aurez accès à la présentation. Mais je voulais vraiment revenir sur la question de la fin de vie et la hiérarchisation des modes de traitement sur lesquels on travaille. Aujourd'hui, on travaille, on parle beaucoup de zéro déchet. De manière générale, en application, assez compliqué en l'état actuel des choses. Donc, nous, on s'appuie sur la favorisation des fins de prévention. Donc, on éduque, c'est la partie éducation, sensibilisation, la réutilisation et la valorisation matière. Nous, sur les mesures phares de la loi AGEC, bien sûr, sur la partie la gestion des déchets, et les tri 5 qui existent déjà, mais on va dire qu'on va renforcer, et le tri des biodéchets, le développement des filières de recyclage et surtout l'obligation d'incorporation de la matière première secondaire dans la production. Ça, c'est vraiment un levier qui est très important puisque c'est tout le système de valorisation des matières en musique
pouvoir apporter à la production des matières premières secondaires. Enfin, Anne, excuse-moi, on a le même souci que la semaine dernière où on t'entend pas très bien et parfois ça coupe un petit peu. Si tu pouvais te rapprocher du micro. j'ai investi dans un jabra. Tout ça. J'ai investi dans un jabra. Ouais. Allez, je m'éloigne un peu. J'ai eu ma première injection de vaccin. Bon, ça va alors. Merci. Euh, Benjamin, tu me dis si jamais. Ok, je te redis si jamais Ouais. ça va pas. Sinon, je vais. Du coup, de toute façon, sur la hiérarchie des modes de traitement, on avait un peu parlé la dernière fois. Je pense que c'est quand même... Voilà, on va chercher à limiter les modes de valorisation énergétique avec l'incinération, l'enfouissement, le gaz qu'on peut capter, et voilà, c'est une forme de valorisation qu'on va chercher à limiter avec la loi ESEC, la limitation des capacités d'enfouissement. Et donc voilà, on va chercher à contrario à privilégier la valorisation matière en développement de nouvelles filières. Merci Suzanne. Alors, je suis accompagnée de Suzanne qui est en stage depuis 6 mois avec nous et qui participera avec nous puisqu'elle a travaillé sur un des gros projets qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ça, c'est un rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière pour ceux qui n'étaient pas là. On vous fera passer la présentation, mais en gros, ce sont les 4 axes qui viennent, sur lesquels la loi AGEC vient agir sur la question de la valorisation des déchets. Donc, aujourd'hui, on devait avoir 2 témoignages donc, sur 2 types de projets. Chez Servipack, on travaille sur tout type de projet, que ce soit des micro-projets sur un produit, une filière de recyclage, on va dire une recherche très spécifique, ou alors sur les projets de plus grande ampleur, avec par exemple un projet de réseau sur lequel on a travaillé avec Burger King, sur lequel on va travailler très prochainement avec certains d'autres adhérents du collectif, du collectif Génération Responsable. Nous, on a plusieurs méthodes de travail en fonction de la taille du projet, mais globalement, tout type de projet peut se décliner en action concrète sur le terrain. Très rapidement, la méthodologie du micro-projet va partir d'une analyse des besoins qui en fait va passer par un audit physique ou un audit téléphonique. On va réceptionner les échantillons de la matière, donc ça c'est un seul produit, et on va caractériser le gisement dans un premier temps chez nous, parce que chez nous, nous avons des ingénieurs qui sont en capacité de travailler sur cette question-là. Et dans le cadre de la deuxième étape, on va transmettre les échantillons vers nos filières, nos partenaires. On a environ 450 partenaires sur le territoire. Et on va rechercher, créer via justement ces recherches, cette distribution d'échantillons, pour créer les filières adaptées. Donc, on identifie parmi les prestataires ceux qui sont en capacité de traiter la typologie générale de matière qu'on reçoit. On identifie les exutoires qui sont les plus adaptés. Donc, par exemple, sur la thématique du plastique, il va falloir qu'on identifie des exutoires avec des broyeurs, avec des systèmes d'extrusion. Et dans le cadre d'un projet plus global, on va venir identifier, par exemple, les prestataires qui ont des centres de tri ou des centres de méthanisation, des centres de valorisation adaptés au type de déchets sur lequel on veut travailler. Anne, on a toujours le problème du son, où parfois, du coup, on t'entend très bien et d'autres fois, c'est un filet de voix et on t'entend à peine. On va ouvrir avec un autre ordinateur. Navré, petite pause technique. Désolé.
Est-ce que là, si je continue juste sur cette slide, est-ce que vous m'entendez? Je t'entendais en tout cas, moi, quand tu parlais. Et là, maintenant, j'ai modifié quelque chose. Normalement, ça devrait mieux fonctionner. Oui, ça semble Là, mieux, effectivement. ça semble mieux. OK, en fait, c'était un paramétrage qui n'était pas bien fait. Donc, je pense que là, maintenant, ça va mieux marcher. Donc, on va cibler, en fait, via des appels d'offres, via une consultation, via des échanges, on va dire, de gré à gré en fonction de la taille du gisement concerné. On va aller identifier les solutions qui existent sur le territoire. On fonctionne en identification des solutions françaises sur le territoire national ou limitrophes lorsque les régions de production de déchets sont très proches d'un autre pays. L'idée, c'est de mobiliser une chaîne d'acteurs pour avoir une solution complète de valorisation de l'ensemble du gisement sur lequel on travaille. La consultation, elle est, on va dire, on définit un périmètre de mission par type de prestataire. Et ensuite, on définit comment logistiquement les solutions, on peut les déployer pour faire une sélection en fait, du prestataire. Donc tout ça, c'est un travail d'étude qu'on fait en interne et qu'on adapte. Soit c'est une équipe de 10 personnes qui va travailler à plusieurs étapes du projet pour venir chercher les solutions, soit c'est une seule personne qui va porter un projet. On va vous présenter deux cas dans lesquels on a mobilisé à la fois une grosse équipe ou une seule personne qui a travaillé sur le sujet. Le déploiement des solutions, évidemment, on travaille sur une optimisation des collectes. Donc là, c'est un travail main dans la main. Donc, c'est quand même des projets sur lesquels les clients sont très investis, sont très sollicités parce qu'on va aller chercher une optimisation des collectes, une optimisation de la solution, on va dire, logistique. Donc, des fois, c'est la centralisation. Des fois, on est obligé d'éclater les périmètres de collecte et d'aller chercher un peu partout. C'est le cas, par exemple, quand on travaille sur un réseau de boutiques, on va être obligé de boutiques ou un réseau de restaurants, on va être obligé d'aller chercher les gisements là où ils sont parce qu'il n'y a pas de solution de centralisation qui existe. En revanche, quand on travaille par exemple sur un produit ou un type de déchet, on va essayer d'optimiser au maximum et d'aller chercher les solutions de reverse ou les solutions de centralisation. On reviendra un peu plus concrètement derrière. Enfin, quand toute la chaîne logistique et quand toutes les, on va dire, les étapes du projet sont définies, on fait une proposition technique et financière, bien sûr, qu'on vient valider, sur lesquelles on peut faire des V1, des V2 avec le client. Et une fois que tout ça est défini, on va venir rendre compte, on déclenche le projet, bien sûr, et on rend compte du projet via des attestations de valorisation, ce qui va permettre de justifier aux clients de la bonne gestion de ces déchets ou de la bonne prise en charge de ces déchets. Donc là, moi, je vous décris le mode opératoire Servipack, mais c'est le mode opératoire global pour tous les cabinets de conseil qui travaillent sur les sujets. L'idée, c'est vraiment, on analyse le besoin, on recherche la filière, on recherche la solution logistique adaptée, parce que le déchet, c'est beaucoup de logistique. On la déploie et enfin, on rend compte du projet. Dans le cadre de ces deux projets qu'on va vous présenter, c'est vraiment la méthodologie qui a été déployée. Sachant que nous, on est en train de travailler sur des solutions également de reporting pour aller un petit peu plus loin. Et voilà, on est en train de développer notamment un outil de compteur d'émissions carbone évitées grâce à toutes ces solutions qu'on a déployées de réemploi, de recyclage. On travaille également sur l'identification de centres de tri à proximité de nos clients. Aujourd'hui, il y a des filières qui sont recyclées à l'autre bout du monde. Pour nous, ça fait pas vraiment sens. Donc voilà, on intègre également ça dans notre stratégie et notre réflexion. Alors, nous, là, on attendait donc deux personnes qui devaient venir témoigner. Une personne n'a pas pu se présenter aujourd'hui parce que l'agenda, avec la réouverture, l'agenda s'est chargé, malheureusement. Donc, sur un des projets, je présenterai le projet puisque c'est moi qui l'ai mené. Et sur le deuxième, à 9h50, on devrait avoir une personne de chez Burger King qui va venir nous parler du projet et en tout cas de la façon dont le projet s'est monté en interne. Je vais tout de suite aller sur la bonne page. Hop, 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 hop.
Donc, c'est Marie Gautreau qui va nous rejoindre. Alors, oui, bonjour Anne, je suis déjà là. Ah, bonjour Marie. Donc, Marie Gautreau, qui est la responsable du projet qu'on a copiloté. Elle est chef de projet environnement RSE au sein de l'enseigne Burger King. Et elle travaille avec nous d'arrache-pied depuis plusieurs mois sur le déploiement d'une solution à l'échelle du réseau pour la mise en conformité sur le décret 5 et la valorisation des biodéchets. Il y a une dimension de logistique importante puisque, comme Marie l'expliquera, il y avait un sujet de mutualisation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser Suzanne, qui est venue en stage dans le cadre de ce projet chez nous à Servipack, échanger avec Marie. Donc, on va faire un système de questions-réponses. Et puis, ensuite, vous pourrez poser vos questions à Marie jusqu'à ce qu'elle doive nous quitter puisqu'elle a une réunion réseau qui prend juste après. Alors, salut Marie, merci d'être avec nous. Donc, je rappelle que ce projet s'inscrivait dans la collecte des tri 5 flux et la réduction des tonnages en DIB et bien sûr la mise en conformité des sites Burger King avec notamment la collecte des biodéchets. Donc, est-ce que Marie, tu pourrais te présenter toi et ainsi que le projet pour lequel tu nous avais sollicité et qu'on a monté ensemble? Oui, pas de souci. Alors du coup, comme Anne m'a déjà introduit, donc je suis chef de projet RSE et environnement chez Burger King depuis octobre 2020. Donc Burger King, pour présenter rapidement aussi l'entreprise, donc c'est une entreprise qui fait des burgers iconiques comme le Whopper, et on est revenu en France donc depuis 2013, et on a donc un réseau de franchisés et de compagnies qui est présent quasiment sur l'ensemble du territoire avec un parc de près de 400 restaurants. Et donc, on a en effet sollicité Servipack Salazie sur notre plan déchets. Et donc, c'est un projet qui s'inscrit dans notre politique déchets qu'on mène déjà depuis quelques années et qu'on a accéléré ces derniers temps. Donc, c'est en fait, on a travaillé avec notre syndicat, donc le SNAR, et les enseignes adhérentes du SNAR, donc de la restauration rapide, pour justement mettre en place un projet de collecte mutualisée des déchets sur l'ensemble de nos restaurants, étant donné qu'on a quand même une typologie de déchets qui est similaire. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a fait appel à Servipack. Je ne sais pas si vous voulez que je détaille un petit peu plus le projet, Anne et Suzanne. Oui, vas-y Marie. L'idée, c'est vraiment que tu puisses te présenter et qu'on montre comment il s'est décliné dans le temps. Ok. Donc nous, déjà, comment ça s'inscrit chez nous dans notre politique de déchets. En fait, depuis quelques années, donc comme je vous l'ai dit, on avait déjà une politique qui était mise en place. On a accéléré avec nos restaurants depuis l'année dernière, donc pour la mise en place du tri, que ce soit en cuisine et en salle, la mise en place du tri pour nos emballages et pour nos biodéchets. Et donc, dans la continuité de ce travail, on cherchait quand même à avoir une solution qui était efficiente pour notre réseau, pour collecter et valoriser correctement donc, les déchets de nos restaurants. Et donc, avec Servipack, on a commencé à travailler en début d'année ensemble sur un projet donc, qui se fait en 3 étapes, 3 grandes étapes. C'est donc une première étape de diagnostic et d'audit de notre parc de restaurants. Donc, là, c'était vraiment comprendre la typologie des déchets, les volumes de déchets produits pour chacun de nos restaurants, parce qu'on a quand même des restaurants qui ont des caractéristiques différentes, donc des problématiques différentes. Et pour avoir une collecte qui était optimale, il fallait bien cerner donc, tous les enjeux de nos restaurants. Donc, une deuxième étape ensuite qui vient s'inscrire donc dans le diagnostic qu'a fait Servipack en phase 1, qui est donc de faire un appel d'offres auprès de l'ensemble des prestataires de collecte pour, d'une part, trouver les bonnes filières de valorisation derrière, de créer les grappes de collecte dédiées et optimisées, donc d'abord sur nos restaurants et ensuite à terme, donc quand d'autres enseignes de la restauration rapide rejoindront le projet, mutualisé donc avec les autres enseignes. Et ensuite, en phase 3, c'est le déploiement de la solution qui a été trouvée en phase 2 sur l'ensemble de nos restaurants. Et l'avantage aussi de ce projet, c'est que pour nos restaurants, c'est quand même assez simple, étant donné qu'ils ont accès à une
plateforme, un extranet, qui va leur permettre de suivre toutes les, toutes les données en fait, de leur prestation de déchets et notamment d'avoir accès aussi au registre des déchets qui est assez important pour nos restaurants à chaque fois. D'accord, merci. Comment tu dirais que les collaborateurs ont été mobilisés, notamment tout le réseau de franchisés, quels ont été les leviers un petit peu, peut-être les difficultés dans ce projet-là? Alors, en effet, c'était quand même un grand enjeu étant donné la taille de notre parc, c'est d'avoir une bonne adhésion du réseau. Et on a déjà un réseau en fait qui est quand même bien sensibilisé à toutes ces problématiques liées aux déchets et environnementales. Mais on a quand même une petite stratégie donc pour bien présenter le projet en interne. Et en fait, en début d'année, pour bien expliciter tous les enjeux, on a réalisé des réunions de présentation au réseau. Donc, on a eu 5 réunions au total pour nos franchisés, nos sites compagnies, en binôme avec Servipack, où là, on a vraiment bien détaillé le calendrier, les attendus et vraiment toutes les différentes étapes qui allaient être en lien avec ce projet. Et ensuite, avec notre responsable communication opérationnelle, justement à chaque grande étape clé, on a essayé de faire des points d'information, des relances, parce que parfois, voilà, on avait besoin de documents ou d'accords de la part des restaurants. Donc, on a vraiment essayé de les accompagner au mieux pour qu'ils comprennent bien les étapes clés. Donc, le principal enjeu, c'était de bien communiquer auprès du réseau et ça a été un projet quand même qui a été très bien reçu, étant donné qu'ils avaient déjà des attentes justement sur ce sujet de collecte et c'est quand même une belle illustration d'une solution innovante qu'on pouvait déployer auprès de notre réseau. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, il y a une évolution du sujet déchets au-delà des franchisés, même au sein du siège? Est-ce que voilà, il y a vraiment eu à l'issue de ce projet, on s'est rendu compte qu'il y avait un sujet sur cette thématique-là? Bah, du coup, sur le plan déchets, c'est vrai que c'était déjà un sujet qui était bien amorcé, que ce soit sur l'éco-conception ou la mise en place du tri, mais on va dire que ça bouclait un petit peu la boucle. Le tri était mis en place et pour vraiment valoriser sur l'ensemble, on va dire, du cycle, c'est vrai que la collecte et la valorisation adaptée, c'était un sujet qui était attendu. Donc, donc là, on a quand même l'impression d'avoir, une impression d'ailleurs, c'est qu'on a quand même une bonne politique déchets qui est cohérente et dont le réseau est très fier. Parce que peut-être pour vous remettre un peu en situation, il y avait déjà des modalités de tri au sein des cuisines de Burger King en salle avec voilà, des meubles de tri, donc un vrai travail qui avait été mené. Après, voilà, ce qui aurait été, nous, notre rôle, c'était d'identifier justement des collectes pour que cet effort de tri soit valorisé et que, comme Marie, tu l'as souligné, la boucle soit bouclée. Et c'est vrai que c'est intéressant de faire le lien avec l'éco-conception, parce que la grosse pertinence de ce sujet, c'est la collecte des emballages recyclables. Exactement. Un énorme enjeu. Et qu'est-ce que tu dirais, quelles sont selon toi les prochaines étapes pour voilà, pérenniser les sujets dans le temps, même si voilà, on n'a pas encore fini, on est en plein dedans. Quels sont pour toi voilà, les points de vigilance, les prochains défis? C'est vrai qu'on est encore en plein dedans, mais ça va être de continuer justement de faire toute cette sensibilisation auprès du réseau pour vraiment avoir une adhésion qui est maximale. Ensuite, on va mesurer la satisfaction de nos restaurants sur l'offre et puis on va continuer à travailler sur chaque étape de notre plan déchets pour vraiment optimiser, on va dire, l'étape finale pour avoir un tri qui est correctement fait et ensuite d'avoir des valorisations, des collectes et des valorisations qui soient aussi optimales. Donc, on va continuer à travailler et puis on va continuer à sensibiliser le réseau là-dessus. Et au niveau plus globalement de l'application de la loi AGEC, est-ce que aujourd'hui, cette loi, elle vient se décliner dans le plan déchets sur de prochaines étapes que Burger King doit, en tout cas, veut prendre en compte? En plus du coup En plus de la question, par exemple, des biodéchets, sur notamment la question des emballages recyclables.
Oui, on a tout un travail donc, sur les emballages. Nos emballages sont déjà 100% recyclables. On a toujours un travail continu justement sur la réduction des plastiques à usage unique qui arrivent d'ailleurs à leur fin très rapidement. Donc oui, on est quand même, on est sur tous ces sujets en interne qui sont des enjeux majeurs. Euh, c'est un travail continu aussi pour enlever les plastiques des complexes, par exemple. Il y a aussi donc la question des biodéchets où on réfléchit aux meilleures solutions pour que notre réseau puisse avoir justement les collectes et les valorisations les plus adaptées sur ces typologies de déchets. Puisque Marie a malheureusement assez peu de temps pour faire ce témoignage, je vais quand même laisser la possibilité à les participants de poser des questions à Marie s'il y en a. Donc s'il n'y a pas de questions, très rapidement, on pourrait vous présenter comment concrètement, quels outils on a utilisés, notamment pour l'audit. On a pu visiter avec Marie et son équipe un certain nombre de sites pour créer un questionnaire en ligne qui a été, on va dire, auto-administré par un certain nombre de franchises, un certain nombre de personnes du réseau, et qui, derrière, a fait l'objet d'une deuxième lecture au niveau lors d'un appel, un audit oral, on va dire, à distance, puisque visiter physiquement un réseau de plus de 400 sites, c'est quand même un sacré défi. Mais voilà, on a pu, pour l'étape d'audit, construire en collaboration en fait avec les équipes de Burger King, un questionnaire qui a été rempli d'une part par les franchisés et ensuite complété au téléphone avec nos équipes. C'est pour ça que ça mobilisait du temps. Marie, comment est-ce que ce questionnaire il a été reçu par les… Est-ce que de la part des franchisés, est-ce qu'il y a eu des retours sur le questionnaire, sur la facilité de remplissage des informations, etc. Comment est-ce que, voilà, sur le terrain, ce questionnaire-là, il a été vu? Alors, ce questionnaire, c'est vrai qu'on l'avait déjà rapidement présenté en fait lors des réunions en tout début de projet, les 5 réunions qu'on a fait donc avec notre réseau. Donc, on les avait déjà un petit peu briefés justement sur le contenu du questionnaire. Et après, c'est un questionnaire qui était quand même très clair. Ils pouvaient être, ils étaient bien guidés dans le choix de leurs réponses. Donc, c'est un questionnaire qui a été bien reçu. Il me semble d'ailleurs que vous aviez eu quand même beaucoup de réponses. Donc non, il avait quand même été très bien reçu, étant donné qu'il y a même toutes les illustrations pour ne pas répondre à côté. Donc il n'y avait pas de souci là-dessus. En fait, l'idée, c'était vraiment de pouvoir guider le franchisé, même qui n'est pas familier avec le vocabulaire, et parce qu'il y avait vraiment un enjeu d'aller chercher la bonne information, puisque quand on travaille sur un réseau de collecte, il y a 3 informations clés qui sont le volume de déchets produits, avec la typologie, bien sûr. On a la place disponible pour mettre des contenants et les contraintes de collecte. Et bien sûr, évidemment, on va dire l'accès du site, quand est-ce qu'on peut venir, à quelle heure, on va dire avec quel type de camion, tout ça. En fait, c'est typiquement un site de centre-ville et n'est absolument pas collecté de la même façon qu'un site qui est, par exemple, au sein d'un centre commercial ou au sein d'un drive. On a vraiment des différences et l'idée, c'est d'aller vraiment chercher l'info. Et donc là, on retrouve, en fait, sur les étapes qu'on voyait tout à l'heure, on retrouve l'étape de diagnostic et l'étape de préalable pour vraiment pouvoir derrière aller sur la partie recherche de filière et recherche d'une solution logistique, qui est d'ailleurs ce qui me permet de faire la transition. Donc, Marie, je pense que tu reconnais un petit peu la disposition des différents sites. Donc, on a une couverture nationale, une répartition nationale des sites. C'est là qu'en fait, on voit en un coup d'œil la complexité du projet, parce qu'on a quand même des sites qui sont très regroupés, des sites qui sont plus isolés. Et quand on travaille sur la création de collectes mutualisées, la répartition des sites
est extrêmement importante. C'est ce qui a fait que la deuxième étape prend à peu près entre 1 mois et demi et 2 mois sur la création des groupes de collecte. Comment est-ce que cet objectif de mutualisation a été perçu par Burger King? Et en fait, pourquoi est-ce que ça a été vraiment la volonté de se lancer dans cet objectif-là? Déjà parce que c'était une solution assez innovante de travailler, déjà dans un premier temps, de mutualiser les collectes entre nos restaurants et d'avoir vraiment des itinéraires qui soient optimisés. C'était très intéressant d'un point de vue environnemental. Et ensuite, c'est vrai qu'à terme, l'objectif, c'est de mutualiser ces collectes avec d'autres enseignes qui viendraient adhérer aussi au projet. Donc, il y a vraiment en fait un enjeu là de travailler sur les déchets parce que voilà, on n'est pas concurrent sur la gestion de nos déchets. Au contraire, on peut faire de belles mutualisations. Donc, c'était vraiment une solution qui était innovante et c'est vraiment pour ça qu'elle s'est distinguée des autres solutions sur lesquelles on avait déjà travaillé et qu'on avait pensé pour notre réseau. Donc c'était un critère très important. Sur la carte, on distingue d'une part donc les petites. Alors, bon, elle doit être en tout petit sur votre écran, mais on distingue d'une partie les petits points en forme de couteau-fourchette. Et vous avez d'un autre côté les points qui sont plutôt violets ou marrons en forme d'indicateur. En fait, c'est un travail de longue haleine qui vient croiser l'information des restaurants et les solutions techniques à disposition. Et aujourd'hui, le gros défi sur ce projet-là, c'était de trouver les centres de tri en capacité suffisante pour accueillir les déchets professionnels. Donc déjà, c'était un vrai sujet. Et puis surtout avec des chaînes de tri optique qui viennent reconnaître les matières recyclables des emballages. Aujourd'hui, tous les centres de tri ne sont pas en capacité de gérer les déchets d'emballage. Et c'est tout le travail de notre bureau d'études qu'on a fait sur ce projet-là. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser à Marie? Parce que je ne voudrais pas te mettre en retard. C'est peut-être l'occasion, si jamais vous avez des projets à faire auprès d'un réseau ou d'un système, d'un système succursale franchisé, c'est l'occasion de voir avec Marie qui a été au cœur du projet. Hein. Interface avec Servipack, interface avec les franchises, enfin, ça a été vraiment un élément clé. C'est ça. Bon, écoute, Marie. C'est que c'est clair. Du coup, moi, j'ai une petite question. On parle du coup de quel volume à peu près de biodéchets du coup et d'emballage et surtout du coup est-ce qu'aujourd'hui les franchisés jouent bien le jeu et trient correctement aussi les déchets? Alors sur la question des volumes, du coup là je pense que Anne et Suzanne, vous aurez peut-être plus les éléments que moi. Et ensuite, est-ce que les franchisés jouent le jeu? Oui, ils jouent le jeu. Déjà, ils sont bien sensibilisés à ces problématiques. Et en plus de ça, c'est dans leur intérêt hein, de bien trier les déchets. Donc, en fait, il y a, il y a, il y a deux choses. Déjà, il y a le tri en salle et le tri en cuisine. Donc, le tri en salle, c'est pas un tri sur lequel on a la main. On travaille à tous les niveaux, que ce soit sur nos emballages pour que le geste de tri soit bien réalisé, sur nos poubelles de tri pour que la pédagogie soit faite auprès du client. Mais après, le geste de tri, c'est le client qui a la main. Donc en salle, en fait, on essaie d'optimiser au mieux ce tri, mais on va dire qu'à partir d'un certain moment, c'est plus de notre ressort, on fait le maximum. Et ensuite, côté cuisine, là, on a des méthodes qui sont assez strictes, en fait, et du coup, on n'a aucun problème du côté cuisine sur la qualité du tri, en fait. C'est ça, en fait, nous, lors des visites, on a vraiment distingué le tri côté cuisine, qui était un tri qui était extrêmement cadré, extrêmement bien fait, avec des poubelles qui sont
Marie, si je parle juste des couleurs, c'est OK. Donc, les poubelles rouges pour le biodéchet, les poubelles jaunes pour les emballages et les poubelles grises pour le reste. Et ensuite, tout ce qui est carton d'emballage, c'est vraiment… Alors là, pour le coup, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Les gros cartons, ça, c'était déjà bien géré de manière générale. Par contre, la difficulté sur laquelle aujourd'hui on se heurte de façon très concrète, ça va être le tri des clients. Et ça, je pense que de toute façon, pour les enseignes qui accueillent du public et pour d'ailleurs, quand on s'intéresse au tri hors foyer, c'est vraiment sur la question de comment les gens se comportent en dehors de chez eux, puisque le tri au domicile, je pense que c'est relativement bien accepté, mais le tri on va dire en extérieur ou quand on sort de son cadre privé, c'est quand même autre chose. Et aujourd'hui, pour nous, c'est un peu l'inconnu et c'est un peu là-dessus qu'avec Marie, on travaille actuellement pour que au moment où le sac est pris au niveau de la borne de tri, qu'il y ait un niveau d'appréciation pour que puisse avoir le collaborateur Burger King, en fait, en se disant, est-ce que les clients ont suffisamment bien trié pour que mes déchets puissent aller au bon endroit, puissent aller dans la bonne poubelle. Parce que ça, c'est vraiment un sujet aujourd'hui sur la prise en main, en fait, surtout sur les premiers, bientôt, on va dire que ça va rentrer de plus en plus dans les mœurs, mais surtout sur les premiers mois d'exploitation, pouvoir filtrer un petit peu ce qui va dans les centres de tri, parce que pour ceux qui ont visité des centres de tri, il y a quand même beaucoup de manipulations. Et il y a quand même besoin d'avoir un certain niveau de bon tri pour que ça puisse être valorisé à hauteur de… alors aujourd'hui, ça varie en fonction des régions, mais à hauteur de 80-90% d'acceptation avec le moindre refus de tri possible. Donc, c'est un peu sur ça qu'on travaille. Et c'est effectivement, c'est une excellente question, Benjamin, c'est savoir comment est-ce que… C'est la différence entre l'obligation de moyens, on met les moyens, l'obligation de résultats. Les résultats dépendent quand même beaucoup de la qualité du tri en salle, puisqu'aujourd'hui, le tri en cuisine est quand même très bien fait. Ok, merci. Du coup, j'ai d'autres questions. Du coup, j'en ai deux. Une qui s'adresse qui est plus sur les déchets générés du coup en cuisine. Est-ce qu'il y a aussi du coup le tri le recyclage pardon, des huiles de friture? Et la deuxième, c'est plus du coup sur quels sont en fait les flux de déchets qui sont triés en salle par les clients. Est-ce que notamment il y a une poubelle biodéchets où ils peuvent du coup mettre les restes de leur repas? Alors, du coup, sur la première question, alors pardon, en fait, je suis restée sur la deuxième. La première question, c'était… Pardon, c'était sur le recyclage des huiles de friture. Ah oui, oui, le recyclage des huiles de friture et des graisses animales est fait dans l'ensemble des restaurants. C'est d'ailleurs intégré notamment au service Servipack pour qu'il y ait une gestion qui soit centralisée de tous les déchets et des huiles euh, pour les restaurants. Et ensuite, sur la question donc, du tri qui est fait côté salle, on a un tri donc, des emballages, un tri, donc on a une trappe des biodéchets qu'on est en train, en fait de comprendre et de voir de quelle manière en fait ce sera le mieux fait, enfin comment on peut ouvrir cette trappe pour que le tri soit optimal en fait et soit correctement réalisé en salle. Donc c'est un travail vraiment qui est en cours. Et en fait, il y a tout un enjeu, c'est un peu lié à ce que disait, c'est totalement lié à ce que disait Anne. L'objectif, c'est que le tri qui soit fait en salle ne vienne pas, on va dire, dégrader le tri, enfin la qualité du tri qui est aussi faite en cuisine, étant donné que le tri des biodéchets est fait en cuisine, qu'il est très bien fait. Voilà, on travaille là-dessus pour voir comment justement on pourra mutualiser le tri des biodéchets en salle avec celui des cuisines. La question des biodéchets, là, elle est un peu centrale, elle est assez stratégique sur le tri en salle des biodéchets, puisque dans la loi AGEC, en 2023, on doit tous le faire, même chez nous. Et en fait, ça va être quelque chose de vraiment nouveau au moment où on va devoir le faire en restaurant et que ce sera à nous de le faire, c'est-à-dire sur tous les fast-food où en fait, c'est le consommateur qui va apporter ses déchets. Là, il y a un vrai sujet et d'ailleurs, on est actuellement avec Marie en train de cibler les plus gros producteurs de biodéchets sur le réseau Burger King pour mener le test parce que le meuble a été conçu, je précise, hein, Marie, le meuble a été conçu pour pouvoir avoir la trappe biodéchets. Ce qu'on appelle la trappe biodéchets, c'est un endroit
sur le meuble qui aujourd'hui est fermé par un capot, mais qui peut être ouvert pour pouvoir mettre en dessous un bioseau ou un contenant en fonction de la taille du meuble. Mais voilà, il existe, c'est dans les tuyaux. Par contre, aujourd'hui, on n'a aucune appréciation de la qualité de tri des usagers sur ce flux-là. Et en sachant que sur le flux des emballages, on a déjà on va dire un taux de satisfaction qui est plus de 4 sur 5 plutôt que de 5 sur 5. Mais voilà, on est vraiment, c'est une vraie étude à mener. Et je pense que la loi AGEC va vraiment impulser ça dans tous les espaces de restauration. Et ça va nous permettre, nous, quand je parle nous, c'est toute la filière de la valorisation, de pouvoir apprécier la qualité du tri et la faire évoluer, donc communiquer sur le tri des biodéchets. Je pense qu'à un moment donné, de façon nationale, ce sera nécessaire. Oui, sachant que voilà, le gros défi, c'est que ce n'est pas encore une collecte qui existe au niveau des ménages, mais l'idée que ce soit mis dans du hors-foyer comme à l'intérieur du foyer, c'est aussi intéressant et quelque chose à saisir pour nous autres particuliers et vous autres enseignes. Bon. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Je laisse la parole du coup aux autres s'il y a des questions. Oui. N'hésitez pas. Sinon, après, on passera, je libère Marie et on passera à la suite. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Marie, malgré ton emploi du temps chargé ce matin, d'être venue témoigner. Je pense que c'est un exemple très intéressant parce que c'est plusieurs enseignes s'y mettent. Hein. Aujourd'hui, vous êtes les premiers. Demain, on travaillera avec d'autres enseignes et on pourra les intégrer à notre carte de création de grappes de collecte. C'est l'objectif et que toute la filière puisse bénéficier de ce travail-là. Eh bien, de rien. Et puis, bonne journée à tous. Merci pour votre participation. Au revoir. Par rapport à ce projet de création de grappes de collecte, donc nous, on est en plein dans la remise. Là, on a reçu, on va dire, globalement les premières grappes de collecte. On les a créées en partenariat main dans la main avec les industriels du recyclage. On a visité plusieurs centres de tri, on les a audités. Aujourd'hui, les déchets d'emballage des fast-foods sont recyclables. En tout cas, les études l'ont prouvé. Et demain, je sais que beaucoup d'enseignes se lancent là-dedans, et puisqu'il y a une obligation à 100% de valorisation à la fin de l'année qui a été mise en place par le gouvernement. C'est ce qui a accéléré, c'est ce qui a, on va dire, poussé à ce que la filière se mette, je parle de la filière pour le coup de la restauration, se mette en mouvement ensemble. Et nous a permis de travailler avec d'autres cabinets conseils également sur la création de cette offre-là. À la fin, pour compléter un petit peu le projet, à la fin pour chaque site, on remet un guide de tri avec quel type de contenant, pour quel type de déchets, quelle fréquence de collecte. Et ensuite, quand on déploie, il y a un suivi sur le premier mois de la qualité du tri, encore une fois, main dans la main avec nos industriels de recyclage qui travaillent sur site. On a voulu, de notre point de vue, du point de vue Servipack, vous faire un petit retour d'expérience pour que le jour où vous lanciez un projet de ce type, vous ayez peut-être certains éléments en tête. Donc, Marie a parlé de la nécessité de communiquer en amont sur le projet. Pour nous, c'était vraiment un des premiers points. La connaissance du projet, en fait, que tout le réseau, si on veut faire travailler un réseau ensemble, donc lors du Green Day, la semaine dernière, on a vu des ambassadeurs de certains réseaux qui portent vraiment des projets, qui les poussent au sein même d'un réseau. Quand on part du siège et pour pouvoir déployer en fait un projet de ce type sur des sujets qui sont aujourd'hui à la fois très connus et à la fois assez marginaux, puisque ce n'est pas le cœur de métier. L'importance de la communication du projet en amont, pour nous, elle était capitale. Alors, j'ai mis 6 parce qu'il y en a une où je n'étais pas, mais effectivement, c'était 5. Et 5 réunions d'information où tous les franchisés de chaque région pouvaient participer et poser les questions. C'est des réunions qui, quand même, duraient 2 heures. Et c'est ce qui nous a permis quand même de pulser l'information. Après, bien sûr, comme partout, il y a des personnes qui n'ont pas participé à ces réunions.
Et du coup, c'est souvent les personnes sur lesquelles on a dû faire un peu de présentation. Suzanne, qui a participé à la campagne d'appel avec moi, peut témoigner que quand le projet n'était pas connu, voilà, c'était toujours un petit peu poussif de présenter le projet. Donc, il y a eu quelques cas. Ça n'a pas du tout été la majorité puisqu'il y avait quand même eu pas mal d'informations en amont. Mais je pense que c'est assez capital, la communication autour de ces sujets, pour que même sur des éléments d'information globaux, sur les obligations légales, que tout ça se soit bien intégré. Sur l'implication des interlocuteurs, sur le suivi du projet, donc pour faciliter la relance, pour faciliter la diffusion des informations, les notes d'information, quand une personne comme Marie concentre l'information et peut diffuser à l'ensemble du réseau, c'est très important d'avoir un pivot et qu'on puisse compter, que ce soit vraiment un partenariat pour appuyer nos études, qu'on puisse compter sur l'implication terrain, on va dire la diffusion d'informations et l'appui du siège sur n'oubliez pas de répondre au questionnaire, n'oubliez pas d'envoyer votre contrat pour qu'on puisse bien comprendre. Enfin, voilà, on a vraiment pu bien avancer grâce à cette, on va dire, cette impulsion continue. Alors voilà, après, donc, de l'importance d'identifier le bon interlocuteur, nous, on avait comme contact les franchisés. Dans les faits, ce n'est pas forcément eux qui ont connaissance de la fréquence des poubelles, etc. Donc, beaucoup de temps à expliquer, du coup, rechercher le bon interlocuteur. Et d'où l'importance aussi peut-être de sensibiliser nos clients à ça dès la phase de réunion et de rencontre. Alors voilà, on a eu après des points un petit peu plus de difficultés sur la connaissance du cadre législatif. On a également fait beaucoup de communication là-dessus. Si on vient, c'est aussi pour vous mettre en conformité. On l'a vu la semaine précédente avec la loi AGEC, il y a des obligations légales sur le tri des biodéchets, sur le tri des emballages recyclables. Et ce n'est pas simplement les trier en salle, c'est faire en sorte qu'ils soient valorisés et qu'on ait des documents qui attestent de ça. Et donc ça, on a quand même, comme partout, des résistances au changement qu'il faut venir transformer. Ça prend du temps, mais ça avance. Et sachant que on est face à des personnes qui, comme tout entrepreneur, mettent l'accent sur l'aspect financier. Donc oui, il y a des réductions en mutualisant les collectes, mais installer des nouvelles collectes, c'est un budget. Et c'est ce qu'on essaye de travailler au mieux, mais il faut sensibiliser et bien faire passer ça en douceur. Le plus possible, en tout cas. Tout à fait. Et après, c'est ce que disait Marie, je pense qu'on a encore un gros enjeu au niveau de la sensibilisation, de la communication. Le projet, il ne se termine pas une fois qu'on a identifié les bonnes filières et les bonnes collectes. L'idée, pour nous, c'est d'intégrer tous les acteurs au projet. On vous l'a dit, en cuisine, mais également les clients, les franchisés, que tout le monde travaille dans la même direction pour qu'on atteigne l'adéquation entre la solution qu'on va déployer et les objectifs qu'on s'est fixés de tri. C'est ça. Et ça passe par des détails comme comme on disait tout à l'heure, la formation de la personne qui va faire l'entretien, qui va venir vider les contenants de tri. Donc, c'est souvent les personnes qui travaillent, finalement, ça tourne. Donc, que tout le monde soit en capacité de faire les bons choix au moment où on récupère le tri, de pouvoir aussi être un relais d'information pour les clients. Donc, ça passe par toutes les étapes de la chaîne. Et je pense que, je ne parle pas au nom de l'ensemble des, on va dire, des acteurs économiques, mais je pense que la loi AGEC, c'est peut-être une de ces difficultés aujourd'hui dans la mise en application. C'est des fois le manque de prise en compte de toute la chaîne à mettre en place, notamment par exemple quand on parle ça a été le cas pour la loi des 5 flux, quand elle est sortie finalement, derrière, après, la filière recyclage s'est mise en branle après, donc c'est ce qui a fait en fait le décalage entre la loi et son application. Ensuite, pour les biodéchets, c'est un peu pareil, on court un petit peu après le temps puisque l'échéance est très proche et que du coup, pour sa déclinaison sur le terrain, entre les moyens de collecte qui doivent être adaptés à la typologie extrêmement particulière du biodéchet, les centres de tri qui doivent accueillir les extensions de consignes de tri pour tendre vers l'objectif de 100% de plastique recyclé. Enfin voilà, c'est toute une filière et c'est peut-être ce qu'on a ressenti sur le terrain sur ce projet, en tout cas sur l'application de la loi AGEC sur ce projet. C'est peut-être également une difficulté de la loi au global sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez des questions
Alors, il y a une question qui a été posée du coup dans le chat. D'accord. Des gens qui voudraient savoir du coup, quel était le calendrier, combien de temps est-ce que ça a pris le projet avec Burger King? Oui, effectivement, c'est une très bonne question. On a oublié de le préciser. On va dire que toute l'organisation, ce qu'on parle des réunions d'information, toute la pédagogie d'avant-projet, je pense que ça a pris à peu près un mois, parce que pour réunir autant de monde, ça prend du temps. Ensuite, les audits, nous, ça a été assez rapide à partir du moment où on a pu être lancé. On a mis entre un mois et on avait étendu, on devait avoir un mois, on a étendu de 6 semaines, jusqu'à 6 semaines, de 2 semaines, pardon, pour les retardataires, parce que quand même, on était dans une période très compliquée. C'était en pleine période Covid. Mais je pense qu'en temps normal, un mois, c'est suffisant sur un réseau de 400 franchisés. Et ensuite, la partie, donc ce qu'on parlait tout à l'heure, de la création des grappes de collecte, c'est assez chronophage parce que c'est nationalement, il faut aller visiter les sites, il faut aller, on va dire, créer les grappes. C'est vraiment un dialogue. Et l'industrie du recyclage, bon, j'en fais partie, mais aujourd'hui n'est pas connue pour sa réactivité légendaire. Donc là, pour le coup, ça prend 2 mois de faire ce travail-là. Et ensuite, le déploiement, si on est sur une acceptation rapide, parce qu'il y a forcément une phase de négociation, en tout cas de travail pour présenter les offres. Si on est sur une acceptation assez rapide, comme on est sur le déploiement, on a déjà créé la collecte, on a déjà créé la grappe, le prestataire sait déjà quel camion il va envoyer. C'est du déploiement en 15 jours, 3 semaines pour les sites. Donc, on est sur un projet qui, au temps global, dure entre 4 et 6 mois. Voilà. Sachant que c'est notre première expérience en travaillant avec une enseigne en réseau et dont on saura tirer. De réseau fast-food. Tout à fait. C'est ça. Pas de réseau global. Avec 400 partenaires. 400 partenaires. Donc, voilà, en fonction de la taille, ça varie aussi, effectivement. Et puis, par exemple, sur un projet qu'on va mener avec d'autres enseignes, on sera associé avec un autre cabinet, ce qui va nous permettre de splitter en deux et de diviser par deux, en fait, le travail, le temps de travail sur les enseignes. Je ne sais pas s'il y avait… OK. S'il n'y a pas d'autres questions, alors je ne sais pas quel sera votre prochain exemple, mais il y a des personnes qui se posaient la question aussi de est-ce que vous intervenez aussi du coup en dehors donc, de l'alimentaire et notamment sur le recyclage du textile ou des chaussures? Alors, moi, j'ai vu qu'il y avait Isabelle du groupe ERAM qui était là. Oui, on n'avait pas réussi à se coordonner, mais on s'est rencontrés lors du Green Day la semaine dernière et le groupe ERAM a fait un énorme travail et ce serait super si tu pouvais un petit peu parler de ce que vous avez fait et peut-être répondre à la question. Alors, justement, c'est pour ça moi aussi je posais la question sur si vous aviez vous des études ou quoi sur la chaussure. Je vois que Manon aussi parlait du textile. Aujourd'hui, nous on a un vrai sujet, évidemment avec la loi AGEC aussi, sur la fin de vie de nos produits. Et aujourd'hui, il n'existe pas, notamment aussi sur la chaussure, de filière industrielle. Donc, nous, l'objectif, oui, c'est de développer une filière industrielle, alors pas seule, hein, évidemment, hein, avec d'autres marques, d'autres acteurs aussi de la gestion des déchets en France. Alors, il existe Soex, enfin, il y a quelques sociétés qui existent en Allemagne ou au Portugal, mais rien vraiment sur la fin de vie des produits chaussures, hein, qui est complexe parce qu'il y a énormément de matière. Et sur le textile aussi, aujourd'hui on travaille en lien avec Decathlon sur la partie collecte dans le magasin, mais c'est vrai, collecter pourquoi, qu'est-ce qu'on fait aussi des textiles. On n'arrive pas à identifier des matières. Un textile est composé de différentes matières. Souvent, les étiquettes sont coupées parce qu'elles nous gênent au porter. Et donc, on a du mal à identifier les matières qui composent une pièce textile. Donc, nous, on a lancé une démarche vraiment d'offre responsable et d'éco-conception. Donc, on retravaille à la source nos produits et nos matières, notamment. Et puis, on a lancé aussi un projet sur le démantèlement de la chaussure en lien avec Decathlon aussi. On s'est associé avec Decathlon pour travailler sur le démantèlement de la chaussure et voir comment on pourrait démanteler une chaussure de façon industrielle. Aujourd'hui,
voilà, c'est super le projet d'envergure sur l'alimentaire, vous êtes très avancés. Et on est loin de cela. On a un réseau aussi avec 900 points de vente. On dépend aussi des centres commerciaux, de la gestion des déchets des centres commerciaux, des centres-villes. Et on ne s'est pas mis tous autour de la table. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire avec d'autres enseignes voilà, pour mutualiser nos efforts sur cette partie-là. C'est ça. Alors, je précise, Manon, pour la question, on a travaillé avec, donc avec Decathlon et avec d'autres enseignes, mais c'était plutôt sur des micro-projets à l'image de celui que je vais présenter rapidement juste après. Mais effectivement, sur le textile, on se heurte, comme le disait Isabelle, au manque de filière, on va dire, de coordination de la filière industrielle de recyclage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les technologies manquent, les collecteurs, ceux qui ont le circuit logistique, n'ont pas spécifiquement d'offres liées au textile. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, on va forcément, on va s'intéresser de près au sujet puisqu'il y a la question de mutualisation, toute l'expertise technique et on peut l'apporter, on peut travailler là-dessus. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que la filière textile se heurte. Je pense qu'Isabelle le vit au quotidien. Pour le calendrier d'application de la loi, on en parlait la dernière fois, ça va être très compliqué par rapport à ces contraintes-là, on va dire industrielles et techniques. Bonjour, ok, merci beaucoup. C'est vrai que nous, on a une demande spécifique sur les tenues de nos collaborateurs. D'accord, ok. Qui s'entassent au fil des mois et on est un peu perdu, on ne sait pas trop comment faire. Vous êtes quelle marque maintenant? C'est des tenues Truffaut en fait. Ah, d'accord. Donc c'est une demande un peu différente. C'est vraiment nos tenues. Il faut de la destruction, quoi. D'entreprise. Alors oui, on avait vu notamment aussi avec Phoenix, mais en fait, on aimerait enlever les logos simplement pour un risque d'image. Hein. On ne sait jamais en fait où ça va se retrouver. Et en fait, ça complique tout, évidemment, parce que ça coûte très cher. Il faut que quelqu'un s'en occupe. Et c'est quand même des stocks assez importants. Donc pour l'instant, on est bloqué. J'ai contacté aussi Refashion, ex et côté LC. Ouais. Je vais voir avec eux, mais à part mettre ça dans les bornes, je ne vois pas trop comment on peut... Maintenant, je pourrais te mettre en relation avec Mulier Fleury. Mulier Fleury, c'est une société qui est basée à côté de chez nous. On est dans le Maine-et-Loire, qui sont en Vendée, qui sont spécialisés dans les vêtements professionnels. Et ils ont la même problématique que vous, puisqu'ils font pour Neuroto et Euroca. Et ils ont quelques solutions de recyclage. Tu vois, j'ai un point avec eux à 15h. Et ils ont justement sur ces vêtements professionnels des solutions de recyclage. Parce qu'ils ont, ils ont les vêtements Europcar et Neuroto aussi sont marketés, les couleurs, etc. Et les derniers actes, ils arrivent à les recycler, à enlever les logos, etc. Et ils souhaitent monter une filière industrielle de recyclage. Et donc, ils ont assez avancé. Ils sont avec des tissages de charrues aussi et eux. Donc, c'est intéressant qu'on échange et il y a peut-être des passerelles à voir avec eux. Oui, avec plaisir. Ouais. Ils recyclent les vêtements et on en fait d'autres vêtements. Et là, voilà, peut-être la marque TBS va réacheter des vêtements recyclés de Neuroto parce que les matières sont de très bonne qualité. En plus, c'est des vêtements de travail. Et qu'on va pouvoir remettre sur le circuit de vente. Donc, c'est intéressant. Donc, voilà, si on pourra s'échanger nos mails oui. Et je pourrais te mettre en relation. Merci beaucoup, Isabelle. C'est effectivement la question de tout ce qui est personnalisation. On le retrouve que ce soit dans le textile ou que ce soit dans le plastique. Ça limite en fait les possibilités de réemploi et de réutilisation. Je serais très intéressée par le contact également de cette entreprise. Le nom ne dit rien, mais pour avoir travaillé un petit peu à Bordeaux avant, ce qu'on avait fait donc c'était un bailleur social qui, pour ne pas le citer, Aquitanis, qui avait un certain nombre de t-shirts et on en avait fait don à un espèce de, j'ai oublié le nom, une coopérative de créateurs qui avait recouvert, qui avait réutilisé, qui avait recouvert en forme un peu de patchwork je crois que c'était dans le cadre d'un festival, pour faire les t-shirts de festival, ils avaient repris les t-shirts et ils les avaient recouverts. Donc ça, il y a des solutions, mais c'est des solutions qui sont... Alors là, la solution dont tu parlais, Isabelle, ça a l'air d'être beaucoup plus à grande échelle, mais
sur le textile, c'est beaucoup de startups, c'est beaucoup de solutions à petite échelle. Oui. Et voilà. C'est beaucoup de pointillés. Et du coup, pour mettre on va dire, en musique tout ça, c'est beaucoup plus compliqué que sur d'autres filières. Donc, c'est Refashion, tu parlais de Refashion, et Refashion, on a obtenu des financements aussi pour justement déployer le démantèlement trioptique, trier les chaussures de façon optique, et puis le démantèlement de la semelle et de la tige. Mais après, il y a le CETI aussi, qui est basé à Lille et qui fait du recyclage, mais ils ont besoin d'avoir des produits souvent monomatières avec très peu d'élastat. Ah oui. Là, on est en train de travailler aussi avec la Chaire Bali dans le sud-ouest. On va ouvrir le CETIA, une plateforme industrielle de recyclage aussi textile. Donc, il y a peut-être des choses à mutualiser. La mutualisation est Oui, c'est important. Hyper important. Et là, on s'en rend compte. Par contre, c'est beaucoup de travail au début. Je pense que la phase 2 de Burger King, par exemple, sur la mutualisation, va durer 2 mois. Et peut-être que celle pour la prochaine enseigne ne durera qu'1 mois parce que c'est quelque chose qui se construit un petit peu sur le temps. Et c'est des habitudes pour créer des process communs et travailler entre enseignes qui sont concurrentes par ailleurs, mais qui veulent aller dans le même sens. Donc, ouais, c'est vraiment un sujet d'innovation très, très important. Alors, je vais juste, du coup, je regarde l'heure. Le maître du temps, Benjamin, tu me dis. C'est bon, il nous reste 25 minutes. C'est bon. Du coup, je vais reprendre un petit peu un micro-projet qu'on a fait avec Petit Bateau. Donc, avec Petit Bateau, on s'est rencontrés dans le cadre l'année dernière d'un atelier qu'on avait fait sur on va dire le recyclage spécifique des cintres, puisqu'on s'adressait plutôt aux industries textiles. On avait fait plusieurs projets jusqu'à présent. Donc, on avait grâce à nos expériences passées, construit un réseau de prestataires plasturgistes pour la collecte des cintres. Et ce réseau, il s'est concrétisé, en tout cas, ce partenariat s'est concrétisé grâce à ce projet de valorisation des cintres de Petit Bateau. Donc, Petit Bateau, c'est une enseigne française que je pense que beaucoup connaissent, qui est en train de revoir, donc depuis longtemps, on travaille un peu sur la question de la durabilité et est en train de revoir tout son process sur, on va dire, la responsabilité de A à Z, donc notamment sur l'équipement. On parlait la dernière fois de la question de l'ameublement et de l'équipement des magasins. Et donc, c'est un peu leur réflexion en ce moment, au-delà du travail que fait Isabelle, par exemple, sur l'éco-conception, les matières des vêtements qu'on produit. Petit Bateau prend également en compte, comme sans doute le groupe ERA, mais prend en compte la totalité de son process et a souhaité se sortir du plastique complètement, que ce soit pour les emballages ou pour les cintres. Et dans ce cadre-là, il y avait 2 millions de cintres qui étaient principalement destinés aux soldes et aux périodes de très forte affluence, qui en fait sont des cintres qui prennent beaucoup moins de place qu'un cintre bois et qui allaient être remplacés par des cintres 100% métal, donc 100% recyclables et gravés avec des matières. Donc le métal, on sait les vertus que ça a quand c'est de métal de bonne qualité. Et donc dans ce cadre-là, nous avions 2 millions de cintres, dont 65% de cintres simples, donc je parle des cintres porte-manteaux qu'on connaît, et 35% de cintres à pince. Ils sont répartis, ces cintres-là, ils sont répartis en quantité diffuse partout sur le territoire, donc première difficulté. Et nous avons un entrepôt de stockage qui est centralisé à Buchères, donc à côté de Troyes. Et en gros, on a été contacté, on a échangé avec Petit Bateau sur ce projet-là. Sur le même modèle en fait que les autres projets, on a d'abord échangé sur la caractérisation du gisement pour en gros savoir un peu à quel type de cintre on avait, parce que bien sûr il y avait plusieurs références, quel type de cintre on avait à faire. Nous avons distingué en 7 familles de cintres, des cintres de couleurs différentes, des noirs, des marrons, des gris. Et parmi ces cintres-là, des cintres qui étaient monomatières ou des cintres qui étaient bimatières. Donc ça, c'était notre première analyse. Certains cintres étaient floqués. Donc on revient sur le sujet de la personnalisation que Manon soulignait. Donc des cintres qui étaient floqués Petit Bateau. Donc déjà, on excluait ces cintres-là de la possibilité d'une filière de réemploi. C'est aujourd'hui pour une image de marque, on ne peut pas se permettre, enfin, je pense que Manon, vous en avez sans doute longuement parlé, mais on ne peut pas se permettre aujourd'hui de
de diffuser les produits avec l'image de la marque. Et puis là, à partir du moment où on ne maîtrise plus vraiment leur diffusion sur le territoire. Donc, cette première étape de caractérisation du gisement a été faite en interne. Et suite à cette caractérisation, on a pris contact avec une dizaine de plasturgistes répartis sur tout le territoire pour établir un cahier des charges et pouvoir définir ce qu'ils pouvaient ou ne pouvaient pas réceptionner et définir également des filières de réemploi possibles. Donc, nous, on travaille avec des équipementiers principalement ou des grandes plateformes de friperie. Ce sont les principaux acheteurs de centres. Donc, cette recherche de création de filières, l'idée, c'était de pouvoir aller vers le maximum de valorisation et surtout de pouvoir proposer une solution on va dire une solution plurielle à petits bateaux pour qu'ils puissent traiter l'intégralité de ces centres. Donc, nous avons envoyé les échantillons. Donc, voilà à quoi ressemble, en toute transparence, je vous montre à quoi ressemble une fiche de caractérisation quand on envoie. Donc, c'est la fiche qui est imprimée au sein d'un colis, dans lequel le colis, on classe dans différentes enveloppes les différents types de cintres identifiés. Ce colis est envoyé directement chez le plasturgiste. Et ensuite, ce sont leurs équipes techniques qui font des analyses matières qui vont venir nous caractériser spécifiquement la matière. Donc là, moi, j'avais classé par famille. Et en fait, des cintres que j'avais classés en monomatière avaient un empiècement qui n'était pas de la même matière. Et donc, c'était l'empiècement au niveau de la pince. Ce n'était pas de la même matière. Donc, d'où l'importance en fait, de travailler en bonne intelligence avec tout le réseau pour pouvoir cibler ce genre de détails. Donc, cet empiècement empêchait le passage en extrusion, enfin, on va dire en broyage et extrusion rapide de la matière, ce qui en fait ne rendait pas la matière intéressante pour la filière. Donc déjà, on a exclusé cette partie-là sur la partie recyclage. Pourquoi cette question de multimatière est importante? On revient aux questions d'éco-conception. C'est la même question sur le textile, c'est la même question sur l'ameublement. À partir du moment où on fait des assemblages de matières qui sont difficilement séparables, on complexifie le travail de recyclage. On a toujours les solutions de réemploi, de réutilisation qui existent, mais la question du recyclage, aujourd'hui, elle est plus c'est facile de démanteler ou plus c'est simple, en fait, plus derrière, on peut séparer les matières suffisamment pour avoir une excellente matière première secondaire. Dans le cadre des cintres, c'était ça un peu la réflexion, où on s'est rendu compte que ces cintres-là allaient polluer le gisement et on allait avoir une matière première secondaire que les plasturgistes aujourd'hui auront du mal en tout cas à réutiliser, à réincorporer dans des flux de production. Nous avons envoyé ces cintres et nous avons défini 2 modes de réemploi, enfin, en tout cas 2 filières de valorisation. Nous avons travaillé sur la valorisation matière d'une partie des cintres et le réemploi d'une autre partie des cintres. Donc, le traitement de la matière, ce sont des cintres qui sont collectés, qui passent sur une chaîne de tri, de séparation. Ensuite, il y a une séparation de la partie métallique, en théorie, normalement, s'il y en a. Dans ce cadre-là, il n'y en avait pas. Et ensuite, il y a broyage, lavage et séchage des plastiques PS et la revente de la matière sous forme de granulés. Donc, cette matière-là, elle est propre, elle est sèche et elle est avec une qualité de tri qui est d'au moins 99%. Sur la partie réemploi, ce sont des cintres qui sont remis directement sur le marché via un rachat. Alors, quand je parle de rachat, là, on est vraiment sur le cintre, ça ne se rachète pas bien du tout. C'est pas du tout là, on va faire le bénéfice, on va financer le projet. Mais voilà, c'est un rachat symbolique pour que les cintres soient remis sur le marché, notamment pour les friperies. Donc, sur la partie concrètement, on a proposé à Petit Bateau avec 2 filières. Donc, la filière de réutilisation pour les cintres à pince, qui n'était pas acceptable, en tout cas dans la partie sur la partie recyclage. Et ensuite, sur la partie recyclage, on l'envoie des cintres monomatières, donc des cintres classiques, sur une usine de recyclage située à Verdun. Pourquoi est-ce que dans ce cadre-là, on a un petit peu réparti sur le cintre, la réutilisation n'est pas vraiment… Enfin, c'est un marché qui est assez saturé. Donc, la réutilisation, en tout cas la revente de cintres, n'a pas été
n'a pas été là, ce vers quoi on a tendu à 100%. On aurait pu tendre à 100%, mais on avait d'un autre côté, on avait un gisement de matière très intéressant pour l'industrie plastique, avec bien sûr une valeur de rachat. Donc, on a décidé de répartir en 50-50 pour que la solution soit plus plurielle et pouvoir proposer quelque chose d'assez intéressant pour Petit Bateau, puisque le prix de rachat matière venait financer une partie qui a couvert complètement les frais d'accompagnement et surtout une petite partie infime du transport, puisque le transport s'est organisé à la charge de Petit Bateau. Ce qui s'est passé, c'est que le flux de cintres était dispersé sur tout le territoire. Et donc, du coup, ce n'était pas très intéressant de faire de la centralisation puisqu'on allait payer 2 fois le transport. Une fois, on ramène par colis, puisqu'on a vraiment des cintres diffus, des flux diffus, une fois par colis pour rassembler à Buchères. Et ensuite, nous, on avait organisé la collecte de l'entrepôt vers Verdun. Ce n'était pas très intéressant pour plein de raisons, pour un bilan carbone qui finalement venait s'alourdir, pour une question logistique, pour accueillir l'intégralité du flux sur l'entrepôt. Donc voilà, on a décidé de faire des envois par colis directement sur les différentes filières de recyclage. Ça a été vraiment une réussite puisque les collaborateurs ont vraiment joué le jeu et finalement, tout le transport de ces cintres-là, finalement, ces cintres, ils ont réussi à arriver à bon port, que ce soit du côté réemploi ou du côté recyclage. Pour vous donner quelques illustrations, on a les colis qui étaient stockés. On voit la première photo des colis stockés au sein de la filière. Ensuite, on a le passage sur la table de tri pour évacuer les éventuelles erreurs de tri. Et suite au broyage, on avait des granulés, donc on voit qu'ils sont propres et qu'ils sont, ils sont d'une monomatière. Et donc, on avait ces matières-là, ces granulés stockés en big bag, qui ont été ensuite répartis, négociés par la filière de traitement, la filière plasturgie, pour être réincorporés. Par exemple, si demain, on a pourquoi pas Truffaut qui veut produire, ou en tout cas un fournisseur de Truffaut qui veut produire ses pots de fleurs en plastique recyclé, c'est ce type de produit qu'il va pouvoir acheter pour alimenter son industrie de production. La difficulté de ce plastique-là, c'est qu'il y a des colorants noirs et à partir du moment où on a du colorant noir, on ne peut faire que du plastique noir quand on a du colorant noir en mélange. C'est un colorant qui aujourd'hui n'est pas, en tout cas, une couleur. Le plastique recyclé est souvent de couleur très foncée, voire de couleur noire. Donc, que deviennent les cintres? Donc, j'ai mis les petits pots Truffaut. Ensuite, il peut y avoir bien sûr d'autres types de cintres, pour alimenter peut-être en d'autres qualités. On peut reproduire du petit mobilier de bureau. L'industrie automobile absorbe une grosse partie du plastique recyclé pour faire des éléments de tableau de bord, des éléments intérieurs au moteur, par exemple des enveloppes de batterie. Enfin voilà, tout ça, ça peut être fait en plastique recyclé. Ou alors le mobilier, mobilier urbain, mobilier de bureau. C'est aussi une filière qui existe sur le plastique, le PS. Enfin, qu'est-ce qui se passe si jamais ça ne se passe pas bien? Donc, on a eu le cas. Qu'est-ce qui se passe si jamais mon magasin l'envoie au mauvais endroit? Je reçois, moi, comme je fais l'intermédiaire, je reçois une fiche de non-conformité qui me donne exactement la quantité et l'origine de la non-conformité. Donc là, on voit par exemple qu'ils ont entouré, on voit la petite pièce en POM qui était au niveau de la pince. On la voit, ils l'ont entourée. Et du coup, en fait, il y a un colis qui aurait dû aller en filière de réemploi qui s'est retrouvé en filière de recyclage. Donc, ce colis-là a été, pour celui-là, en tout cas, ça a été mis en DIB. Donc, malheureusement, ça n'a pas été recyclé. Par contre, on a remis un process avec la filière pour qu'on prenne en charge le renvoi du colis vers la bonne filière. Et bien sûr, on a rappelé les consignes de tri, donc alors ça c'est le document que j'ai préparé, mais il l'avait adapté en interne avec le code couleur
petit bateau, parce que bien sûr, quand on voit écrit Servipack Salazie, aujourd'hui, ça ne parle pas trop aux différents magasins petits bateaux. Mais voilà, on donne toutes les billes pour communiquer, expliquer. Ils avaient même préparé les fiches d'envoi à coller sur les colis. Enfin voilà, il y avait vraiment toute la logistique qui avait été bien vue et ça s'est bien déroulé. Et il y a eu très peu en fait de retour de non-conformité. Est-ce que vous avez des questions sur ce projet-là? C'est très intéressant. On est en train de faire l'état des lieux diagnostic de nos plastiques. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on achète des produits et on n'achète pas des emballages ou des cintres. Donc là, on est sur la phase, comme tu expliquais, Anne, sur la phase de diagnostic où on questionne aujourd'hui nos fournisseurs, on récupère les échantillons de tous les cintres, parce qu'au-delà de petits bateaux, c'est vrai qu'on a des cintres chaussettes, les cintres culottes, les cintres soutien-gorge. Enfin, on a une variété de cintres et la complexité aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est vraiment de récupérer de la donnée fiable, et notamment sur la composition. Voilà, la composition des polybags, des cintres, etc. Mais oui, c'est très chouette comme projet. Donc, on va essayer de faire ça aussi également, soit pour recycler ou réutiliser nos cintres. Alors, Petit Bateau, on bosse avec eux, Paris Good Fashion, je ne sais pas si tu connais, et Paris Good Fashion, on va faire une opération avec eux pour créer une filière de l'emploi sur des polybags et des cintres, et ça va être centré sur Paris. Et il y a Lafayette, État, nous, puisqu'on a fait partie de la consultation citoyenne sur les boîtes de responsables. On va faire un test là sur Paris pour 2024. Et ce serait peut-être bien aussi que tu nous partages un peu tout ça, notre prochaine réunion au mois de juin. Je vais voir avec Isabelle Lefort. De Paris Good Fashion, ça serait intéressant. Oui, avec plaisir. C'est vraiment là, je pense que en tout cas, sur la partie des plastiques, toutes les enseignes ont vraiment envie de se débarrasser de ça. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est très compliqué d'avoir, par exemple, ne serait-ce qu'une fiche technique. Parce que, voilà, la caractérisation matière, finalement, aujourd'hui, on l'a fait en aval, alors que les fournisseurs actuels n'avaient pas l'habitude qu'on demande ce genre d'informations. Oui, même si on le met dans nos cahiers des charges, on voit bien sur nos cahiers des charges, on précise bien qu'on veut des cintres en plastique recyclé, etc. Derrière, OK, on a écrit sur le cahier des charges, mais effectivement, on ne fait pas le contrôle. Et on ne vérifie pas les certificats ou les compositions. Donc, c'est une difficulté dans la collecte de données. C'est ça. Le diagnostic, ça reste quand même une grosse partie du travail. Oui, c'est colossal. Ouais. Après, quand les enseignes se prennent cette partie en charge, déjà, c'est une économie de coûts. Alors, à l'échelle de ce projet, il n'y avait vraiment pas beaucoup de coûts d'accompagnement. Hein. C'est un petit projet. Ça a été, puis j'ai été très épaulée par les personnes qui portaient le projet chez Petit Bateau. Mais des fois, quand on peut vraiment gagner aussi, c'est peut-être un petit conseil, c'est être accompagné quand la complexité, on va dire la pluralité, comme on a un projet sur Burger King, effectivement, là, de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas les équipes et les ressources en interne souvent. Mais c'est bien aussi quand les enseignes prennent, demander ce que vous faites, demander les fiches techniques, savoir ce qu'on met sur le marché, savoir à qui on commande et comment on le commande. Tout ça, c'est un travail qu'il est bien, en tout cas aujourd'hui, de mettre en place. En tout cas, on gagnera du temps sur le travail de fin de vie. Parce que la recherche d'informations, c'est souvent ce qui prend le plus de temps. Oui, on voit bien. C'est au-delà des ressources financières, c'est aussi des ressources humaines. Il y a besoin d'avoir de la ressource bien sûr. En interne. On dit pour le coup, pour un salarié, le temps représente de l'argent pour la boîte. Donc, c'est vraiment. C'est ça. Ça, c'est un schéma. Alors, je vous l'ai mis juste pour que vous l'ayez. C'était un petit peu pour reparler du gisement cintre, de la particularité du gisement cintre avec les filières qui existent, les filières qui n'existent pas encore, comment est-ce qu'on suit le projet. Donc, c'est un schéma qui avait été présenté lors de l'atelier cintre. Comme vous aurez accès à la présentation, vous l'aurez, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais on avait très rapidement, il y avait eu des questions sur les déchets d'ameublement. Ouais. Moi, j'avais une petite question encore sur les cintres. Ouais,
Est-ce que vous avez travaillé sur la rationalisation des modèles de cintre pour justement éliminer les modèles de cintre qui ne se recyclent pas ou mal, afin du coup d'avoir que des cintres valorisables? Alors nous, non. Nous, on n'a pas travaillé sur ce sujet-là. Par contre, c'est ce qu'on a dit lors des échanges, quand on fait les échanges avec notamment Petit Bateau ou avec les autres enseignes qui nous ont sollicité sur ces sujets-là. Ce qu'on dit, c'est déjà du monomatière. C'est très important, le monomatière. Mais ça, on le dit pour tout. Essayer de cibler du monomatière et des matières connues. Alors, il y a plein de plastiques compostables qui sortent, du PLA, qui sortent en ce moment. Alors, je ne parle pas en termes d'analyse de cycle de vie, parce que bien sûr, en termes d'analyse de cycle de vie, ça peut être très intéressant de travailler sur du plastique biosourcé, en tout cas. Mais il y a eu une dérive à un moment donné dans les langages sur la qualification du plastique biodégradable, du plastique compostable. Enfin voilà, c'est allé un peu loin, ce qui a fait que ça a pas mal flouté les frontières entre ce qui était valorisable, ce qui n'était pas, comment est-ce qu'on... Voilà. Donc dans les conseils et dans les travaux qu'on mène avec nos clients, c'est toujours aller au plus simple. Les matières, le réemploi d'abord, la réutilisation. Donc par exemple, les enseignes aujourd'hui utilisent pas mal de cintres en bois ou de cintres en... Donc, bien sûr, il y a de la casse, mais bon, il y en a beaucoup moins. Et puis, de toute façon, c'est réutilisable ad vitam aeternam. Et ensuite, on a les matières qui sont beaucoup plus avec des filières de recyclage beaucoup plus abouties que le plastique. On a, bon, pour le cintre, ça ne fonctionne pas, mais le carton, on a le métal. Enfin, voilà, c'est des matières qui sont beaucoup plus... en tout cas, nous, aujourd'hui, en tant qu'on travaille en fin de vie du produit, on sait que ces matières-là peuvent être gérées par une majorité d'industriels. Dès qu'on va vers des choses qui sont beaucoup plus spécifiques, avec du pur et matière, pour trouver aujourd'hui, demain ce sera peut-être possible, aujourd'hui c'est un peu compliqué de trouver des filières de fin de vie. Donc le conseil qu'on donnerait, c'est le plus simple, le monomatière, et avoir une hiérarchie dans, bien sûr, l'analyse de cycle de vie qui est très importante, mais surtout dans le choix de la matière entre les filières de recyclage les plus abouties et les moins abouties. Mais ça, bien sûr... C'est vrai que nous, pour le coup, on ne travaille pas du tout avec les industriels produisant des déchets. Ça, c'est plus le rôle d'éco-organismes comme Citeo. Et on intervient plus sur le diagnostic de la matière in fine. Et comme souligné Anne, d'où l'importance, mais je pense que vous le savez tous. La rationalisation, comme vous, par exemple, on va le faire parce qu'on a énormément de produits et on voit bien là aujourd'hui, il faut qu'on ait ce diagnostic et qu'on ait cette nomenclature parce qu'on voit bien en effet un cintre pour des slips enfants ou femmes, des fois il y a très peu d'écart, on peut avoir 5 ou 1 cm d'écart et on va essayer, nous les marques, mettant sur le marché, on va essayer de se dire de rationaliser et de limiter le nombre de cintres différents. Parce qu'aujourd'hui, quand on va avoir les échantillons de tous les cintres qu'on aura récupérés, même si on en a conscience, je pense que de départ, on va dire c'est ridicule d'avoir autant de cintres différents et on peut peut-être, au lieu d'en avoir 10, en avoir que 3. C'est ça. On va essayer de faire aussi ce travail-là en interne. C'est vrai que quand une marque, on se retrouve avec 7 familles de cintres. Dans chaque famille, il y a 3, 4, 5 références. Enfin, voilà. C'est là où on se rend compte vraiment le travail qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je veux dire, depuis une dizaine, une vingtaine d'années, les enseignes commencent à avoir sur l'éco-conception. On se rend compte qu'à un moment donné, il y a vraiment eu une dérive dans les achats et qu'il faut rattraper aujourd'hui. Ah, bien sûr, ouais. Du coup, bien sûr, si vous avez les moindres questions pour rentrer dans le détail de l'organisation d'un projet, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez contacter Benjamin également. On avait lors de la dernière échange, donc on a parlé un peu de tous les sujets, mais il y avait quand même une question qui avait été posée sur les déchets d'ameublement. Puisque c'est quand même, quand on travaille dans le retail, c'est quand même un sujet. Hein. On construit, on ouvre des boutiques, on les ferme, on les réouvre plus loin. Enfin voilà, vraiment un sujet sur ces déchets d'ameublement. On arrive un peu à court du temps, mais je vous ai mis des éléments de réponse en fin de présentation que vous aurez sur les obligations légales, spécifiquement sur les déchets d'ameublement et quelques pistes
que la loi AGEC impulse sur les achats responsables et sur l'éco-conception de ces déchets-là, de ces éléments-là. Sachant qu'on a une présentation sur les déchets du ça. bâtiment la semaine prochaine. C'est ça. Vous êtes conviés. Vous êtes bien sûr conviés. Auquel on pourra peut-être revenir là-dessus. C'est ça, on pourra y revenir un peu plus longuement, mais pour ceux qui avaient posé la question, je ne sais plus si vous aviez prévu de participer au deuxième atelier, mais voilà, très rapidement, voici les échéances. Je vous enverrai la présentation, on va essayer de respecter le timing, mais très rapidement, aujourd'hui, il y avait une question qui était revenue 2 fois sur est-ce qu'ils sont obligés est-ce que les producteurs, en tout cas ceux qui vont aménager mes boutiques, sont obligés d'utiliser des matières éco-conçues, des matières durables, voilà. Est-ce qu'il y a des contraintes mises sur ces déchets-là? Alors non, aujourd'hui, il n'y a pas de contraintes vraiment explicites sur comment est-ce que les aménageurs ou est-ce que les fournisseurs doivent ce qu'ils doivent fournir et mettre en place auprès des professionnels. En revanche, il y a deux leviers qu'on évoque ici sur l'intégration des matières issues du recyclage ou des matières durables dans vos projets. Le premier levier, c'est l'appel d'offres et la consultation, donc, que vous devez bien connaître, l'intégrer dans le cahier des charges. La loi AGEC ne l'impose pas sur la commande privée, mais en tout cas, elle impulse vraiment sur l'exemplarité de l'achat responsable de la commande publique. Donc, les biens issus du réemploi, de la réutilisation sur les biens d'ameublement, c'est minimum 20% dans toutes les consultations publiques. Et dans ces 20%, sur biens issus du réemploi, de la réutilisation, du recyclage, enfin, des 3 R qu'on connaît, de toutes ces filières-là, parmi ces 20%, 20% doivent être minimum issus de la réutilisation. Donc, ça donne vraiment une impulsion aux organismes qui collectent et qui reconditionnent les mobiliers, puisque aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, c'est des volumes de déchets qui sont assez importants, puisqu'il y a quand même une certaine habitude à changer son mobilier et à changer de concept, ce qui peut entraîner pas mal de déchets. Donc, en s'appuyant sur cette mesure qui est à destination de commande publique, ça peut être décliné à l'initiative de l'enseigne sur une commande privée. Et puis, un système de bonus-malus, donc à l'image de toutes les filières REP, la modulation des éco-contributions qui, on espère, alors aujourd'hui, je suis un peu dubitative, mais pourra à terme peser sur la modulation du prix de vente des produits. Donc, c'est 2 leviers aujourd'hui qui existent sur ces déchets-là. Donc, bien sûr, vous aurez accès à la présentation et on y reviendra un peu plus longuement sur cette partie-là. Alors, juste pour faire une petite conclusion, si personne n'a de questions, n'hésitez pas si vous avez une dernière question ou si vous avez une dernière remarque peut-être aussi à apporter sur ces ateliers. En tout cas, merci beaucoup. C'est clair, hein. Merci. Merci Manon, merci Isabelle pour le témoignage improvisé. C'était vraiment super que tu puisses prendre la parole sur ce sujet-là. Pour une petite note un peu perso, Servipack, on va changer de nom. Donc, on a un nouveau directeur général depuis plusieurs années et on a un peu changé d'échelle depuis son arrivée et un petit peu évolué dans notre conception, donc en se tournant un peu plus vers justement des missions tournées vers l'innovation, le conseil, l'accompagnement, et pour aller toujours plus loin sur ces sujets-là. Donc, on change de nom, on passe de Servipack Salazie à Ubansi, donc soit Ubensi ou Ubansi en fonction de comment on aime prononcer les noms. Donc, c'est on va dire un néologisme anglais de hub, donc le hub, l'aéroport, voilà, la plateforme, l'intermédiaire, là où tout le monde se rejoint et qui redistribue derrière, et efficiency pour l'efficacité et l'efficience de nos méthodes. Voilà, on peut très bien le prononcer Ubansi. Hein, on est du 50-50 dans les bureaux, il n'y a pas de souci. En tout cas, on espère que ce changement de marque va impulser de nouveaux projets. Et en tout cas, c'était vraiment une volonté de la direction de passer un cap et d'aller un peu plus loin dans nos activités et dans nos partenariats.
voilà, on est très fiers de vous présenter. Donc, le changement officiel, c'est le 15 juin. Et donc, ça changera, Benjamin, je pense, sur les différents supports de communication du collectif. et en tout cas, voilà, ne soyez pas surpris que maintenant, ce ne soit plus Servipack qui anime les ateliers. Super. Eh ben, merci pour cette présentation, pour vos retours d'expérience. Et du coup, je vous donne rendez-vous à tous donc, la semaine prochaine, le 9 juin, pour un atelier du coup, sur les déchets de chantier. Et on pourra reparler effectivement des déchets d'ameublement. Et il y a également du coup, une deuxième session sur les déchets de chantier qui est prévue le 22 juin. Donc avec Ubensi maintenant. La deuxième session sera plutôt centrée sur du témoignage d'enseignes de retail qui ont eu à gérer à un moment donné des chantiers au cœur de leur activité. Et la première sera plus généraliste sur le cadre des déchets de chantier. Merci à tous. Merci beaucoup. On se tient à votre disposition en cas de questions. Et Merci, puis bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.